Malheureusement, c'est normal, car ils ont peur. Hanno paura. Il faut les comprendre. Et si vous deviez payer, vous pourriez nous le dire? Non. Mais aujourd'hui, je pense qu'un peu tout le monde paye. Vous croyez vraiment? Non, en fait, tout le monde paye. Ce commerçant avoue ce que les policiers observent déjà depuis une dizaine d'années. La stratégie de la mafia a changé. Désormais, Cosa Nostra prélève environ 2% du chiffre d'affaires des commerçants. Un montant qui dépasse rarement 500 € par mois. Le racket Nouvelle Formule, demander moins d'argent mais en demander à tout le monde, une idée de Provenzano. Nos enquêtes nous ont montré que la mafia a mis de côté les actions éclatantes et violentes, mais qu'elle continue d'étouffer toute l'économie. Pour faire des affaires, ils vont maintenant jusqu'à réclamer le pizzo au moindre petit vendeur ambulant immigré. Et Provenzano est précisément un des promoteurs de cette nouvelle mafia enfouie, une mafia souterraine. Face à cette mafia souterraine, une petite révolution est en marche dans les rues de Palerme. Chloé et Andrea sont tous les deux membres d'une association baptisée Addio Pizzo, Adieu Racket. Régulièrement, ils font la tournée des commerçants de la ville pour les convaincre de refuser de payer la mafia. C'est quoi comme magasin, celui-là? Un opticien. Il y a quelques jours, cet homme les a contactés pour avoir des précisions sur leur association. Et comment vous nous avez connus? Par les journaux. Et puis, en fait, ça fait déjà très longtemps que je suis convaincu de ne pas vouloir payer le pizzo. Et je peux vous demander si vous avez déjà eu des demandes en ce sens? Oui, c'est arrivé. Dans la longue histoire de mon activité, il y a une petite trentaine d'années, j'ai reçu une lettre étrange dans laquelle on me proposait une assurance. Évidemment. Adhérer à Addio Pizzo, c'est rejoindre une sorte de communauté, se sentir moins seul et donner du courage à ceux qui ne veulent plus être rackettés. Est-ce que vous avez peur de la mafia? Et qui n'en a pas peur au fond? Mais surtout, je suis fatigué de tout ça. Et puis, j'ai pas envie de payer. Vous trouvez que c'est courageux ce qu'ils font avec Addio Pizzo? Évidemment. C'est très courageux car ils prennent des risques dans un secteur où c'est dangereux de s'exposer. À ce jour, 104 commerçants de Palerme ont rejoint Addio Pizzo. 104 sur des milliers, c'est peu, mais en Sicile, on commence à beaucoup parler des petits jeunes et de leur association. Pour l'instant, on n'est pas encore un vrai problème pour la mafia. Peut-être qu'on le deviendra, mais je ne sais pas si on sera jamais une cible. Être une cible, Pina Grassi sait très bien ce que ça veut dire. Son mari a été assassiné par la mafia il y a 15 ans. C'est ici? Oui, c'est ici. Vous voyez cette tache rouge sur le trottoir? C'est moi qui la repeins chaque année à la bombe. C'était un matin d'été, à 7h30. Libero Grassi allait chercher sa voiture pour partir au travail. 2 hommes l'attendaient. Il est tué de 5 balles dans la tête. Ce PDG d'une entreprise de confection avait simplement annoncé dans la presse qu'il refusait de payer le racket. Un homme libre a été tué par la mafia, par le silence complice des industriels, par l'indifférence des partis et par l'absence de l'État. Une affiche de papier qu'elle réécrit régulièrement au marqueur. Pina Grassi a refusé la plaque commémorative que l'État italien lui proposait. Pour elle, il y a trop de complices de la mafia dans l'administration.
Qu'est-ce qui a changé depuis la mort de votre mari? Le signe le plus important, c'est ça. C'est la présence et l'action de ces jeunes, de Adio Pizzo. Pour eux, je crois que le souvenir de Libero a un sens. C'est un peu un guide pour leur action. Pina est devenue une de ces nombreuses veuves de Palerme qui ont payé un lourd tribut à Cosa Nostra. Le souvenir des victimes de la mafia est partout en Sicile. Là, il y a les 2 stèles où le juge Falcone a été tué. Ces 2 monuments, là et là. Elle se souvient aussi du choc qui avait secoué l'Italie après cette vague d'assassinats spectaculaires. Au début, il y a eu une rébellion chez les citoyens. Mais après, tout ça s'est bloqué. Parce que les institutions n'ont pas su apporter de réponse, n'ont pas su réagir. Et donc, tout est rentré dans l'ordre. Je ne sais pas, mais j'espère que ça ne se passera pas de la même façon pour ce mouvement. Pina Grassi se rend ce soir-là à une manifestation en hommage à un militant anti-mafia. Lui aussi a été assassiné par Cosa Nostra, il y a presque 30 ans. Elle y retrouve Chloé et les jeunes d'Adio Pizzo. Mais aussi Rita, qui a réussi à la convaincre de participer à sa campagne. Viens là, reste là. La sœur du juge et la veuve du chef d'entreprise, toutes les 2 sur la même liste. Libero Grassi est toujours présent. Ah, je suis émue, vous savez. L'arrestation de Provenzano et la présence de Rita Borsellino ont gonflé les rangs de la manifestation. Pourtant, Pina Grassi a comme un sentiment de déjà-vu. Vous avez confiance? 50-50. Un petit vent de liberté souffle sur la Sicile, mais la mafia a déjà montré qu'elle savait faire le dos rond et attendre son heure. Voilà pour ce reportage de Joël Bruandé et de Mathieu Birden. Et nous sommes ici toujours sur le plateau PJ, de la série PJ. Et là, on est dans le bureau du commissaire. Et avec un commissaire divisionnaire, Jean-François Guéraud. Vous avez écrit... bonjour, vous avez écrit ce livre, Le monde des mafias, géopolitique du crime organisé, aux éditions Odile Jacob. Alors c'est très sérieux, vous allez m'expliquer un petit peu ce qui se passe, mais Provenzano, c'est le caïd des caïds, c'est le chef de Cosa Nostra, il est en cavale depuis 43 ans, il a je sais plus quel âge, plus de 70 ans, et il vit comme ça, comme un SDF dans une bergerie. C'est un parrain, ça? Que savons-nous réellement de la manière dont il vivait? On ne découvrira peut-être que dans quelques années. On peut être à la fois très riche et vivre de manière modeste. N'oubliez pas que Bernardo Provenzano, donc, qui est un homme issu de la petite ville de Corleone dans la banlieue de Palerme, est un homme simple. Les Palermitains qui dirigeaient Cosa Nostra dans les années 80 appelaient les gens de Corleone, et en particulier Provenzano et Totorina, et ils appelaient les ploucs, les paysans. Voilà, ce sont des gens qui vivent souvent de manière modeste. Embrassant des milliards. Embrassant des milliards. Et en risquant la mort. Bien sûr. C'est quoi l'intérêt alors de dire s'ils en profitent pas du tout? Ça paraît bizarre. Il faut comprendre que ce sont des organisations de pouvoir. Certes, les mafieux, comme tous les criminels, sont d'abord guidés par la cupidité, par l'envie d'argent. Mais ils exercent aussi localement un pouvoir politique, économique et social, c'est-à-dire une emprise sur un territoire. Et c'est ça souvent qui est déterminant pour comprendre leur volonté d'agir. Alors, c'est comme ça que vous caractérisez, entre autres, les mafias dans votre livre. Alors, on va dire un petit peu combien vous notez de mafias. Je vais donner quelques petites informations qu'on a relevées, bien sûr, dans votre livre sur ces mafias que vous décrivez. Alors, il y a bien sûr celle dont on parle. Il y a Cosa Nostra, c'est la Sicile, c'est 5200 membres. Il y a la 'Ndrangheta en Calabre, c'est ça, 5600 membres environ. La Camorra du côté de Naples, 6 à 7000 membres. Et là, il y a une guerre terrible qui a fait 600 morts ces dernières années là-bas, entre différents clans de la Camorra. Cosa Nostra toujours, mais cette fois-ci les familles américaines, puisqu'il y a eu émigrés.
l'immigration, 4 à 5 000 membres, les triades chinoises, 130 000 membres, les yakuza, 85 000 membres, et puis encore la mafia albanaise et la mafia turque. Hein. Il y a les membres, il y a les familles, il y a les capitaines, il y a les soldats, c'est quoi cette hiérarchie? Alors, il faut comprendre ce qu'est une mafia. Et ce qu'on appelle mafia, c'est en fait des organisations criminelles qui appartiennent à la première division du crime, une sorte d'aristocratie du crime. Et chacune de ces mafias fonctionne comme une société secrète. Donc on est coopté, on est choisi, et après un rituel d'initiation, on intègre cette société secrète. La particularité, c'est que ce sont des sociétés secrètes à caractère criminel. Voilà. Et donc ces caractéristiques, c'est quoi? Vous le disiez, il y a le territoire. Alors, il y a le territoire, il y a la notion évidemment de silence, de confidentialité. Toutes ces organisations souhaitent en permanence demeurer invisibles, c'est-à-dire passer sous le radar de l'État, de la presse et de l'opinion publique. Ce qu'on a connu en Sicile au début des années 90, c'est-à-dire une grande période de visibilité, de terrorisme, d'assassinat, de juges, de policiers, c'était une petite parenthèse. En réalité, toute l'histoire de la mafia en Sicile et des mafias en général, c'est une histoire de l'invisible. Moins on les voit, plus elles sont contentes. Exactement, c'est le meilleur moyen de faire du business. D'accord. Et c'est pour ça qu'on en parle peu. C'est pour ça que souvent on se dit, c'est la fin, c'est terminé, il n'y a plus de mafia, etc. Voilà. En fait, c'est un leurre. C'est un leurre complet. Dans l'histoire, si vous voulez, des mafias, on essaye toujours de nous faire croire soit qu'elles n'existent pas, que c'est une invention de journalistes, ou bien on essaye de nous faire croire qu'elles sont mourantes, moribondes. Voilà. D'accord. Et avec un lien sur le pouvoir très fort. C'est effectivement la corruption, c'est avoir la main mise sur l'appareil d'État, sur la police, sur différents corps comme ça. La corruption est une infraction déterminante pour comprendre la survie et la pérennité d'une mafia. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une mafia, parce que c'est une société criminelle, elle a un caractère stable, permanent. Et cette permanence, cette stabilité lui permet de gérer des flux criminels extrêmement complexes et très lucratifs. Organiser du trafic d'êtres humains, organiser des trafics de drogue, etc., nécessite un savoir-faire, une sorte d'ingénierie sociale extrêmement complexe. Et vous me disiez, elles ont pu se développer dans des États comme l'Italie, parce que justement l'État était moins fort qu'en France, où il y a un État très puissant, ce qui fait que là, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de mafia chez nous. Alors, le mystère, il y a un vrai mystère de la naissance de ces mafias, que ce soit au Japon, en Chine, qui sont très vieilles dans l'histoire. Qui sont très vieilles, elles sont toutes nées entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Bon. Une des raisons, mais ce n'est pas la seule, pour laquelle il n'y a jamais eu de mafia au sens strict du terme en France, c'est que la France a une tradition d'État centralisé, fort, jacobin. Dernière chose, puisqu'on parle beaucoup du milieu ici, dans cette émission, du milieu d'aujourd'hui, du milieu d'hier, est-ce qu'effectivement on a des différences notables, ou est-ce que, comme le disait tout à l'heure Bibi Nasseri, c'est la même chose, il n'est pas plus violent aujourd'hui qu'il ne l'était hier? Ça, c'est une illusion. Méfions-nous de tous ces discours relativistes sur le thème « ça a toujours existé, ça n'est pas grave ». En réalité, il y a un milieu français qui comporte un certain nombre de permanences. Une de ces permanences qui est ignorée et qu'on ne veut pas voir, c'est la présence ou l'omniprésence des bandits corses, qui sont forts, puissants et extrêmement bien implantés, pas seulement en Corse et dans le sud de la France, mais y compris en région parisienne. Deuxième élément qu'il faut souligner, c'est l'hyperviolence de la société criminelle française. C'est un phénomène qui est nouveau, qui a maintenant une vingtaine d'années. Et particulièrement dans les banlieues ? Et en particulier dans les banlieues. On a une violence diffuse, généralisée dans le milieu criminel français, qui est extrêmement préoccupante pour l'avenir. Je rappelle votre livre, ça s'appelle Le monde des mafias de Jean-François Guéraud aux éditions Odile Jacob. Voilà, et on va continuer. Je salue aussi Sami Nasseri, parce que tout à l'heure j'ai reçu son frère, et j'ai oublié de dire que Sami Nasseri, hier soir à Cannes, a été décoré avec toute l'équipe du film Indigène. Mais on va continuer donc avec justement ces différences entre anciens milieux et nouveaux milieux. Là, on a voulu voir effectivement ce qu'il en était à travers la parole des truands d'hier et des truands d'aujourd'hui. C'est une enquête de Christophe Widmann et de Bruno Vignier. Vous allez voir, assez forte. Et après, on va recevoir Noëlle Besse, qui, elle, est sœur de Truand. C'est la sœur de François Besse, et épouse aussi de Truand. Paris, version série noire. 60 ans de grand banditisme. Depuis l'après-guerre et le gang des tractions avant. Jusqu'aux braqueurs actuels. Spécialiste des méthodes militaires et des attaques de fourgons blindés. Voleurs,
trafiquants de drogue, proxénètes. Les années passent, les méthodes et les mentalités changent. Voici 3 parcours, 3 histoires, 3 générations du Paris criminel. Je vis en dehors des normes de la loi dans ma tête. Donc je m'en fous des gens, ce qu'ils pensent pas. Je m'en fous complètement. Je suis pas comme eux, je suis pas comme eux. Je regrette rien, je le dis. J'ai eu ce que j'avais envie d'avoir, je l'ai eu. J'ai eu beaucoup de choses. Avec l'argent, vous avez tout. Je l'ai fait parce que c'est un métier. C'est pas un métier commun, c'est pas un métier glorieux, mais c'était mon métier. Voyous repentis ou criminels endurcis, qui sont ces hommes? Peuvent-ils un jour changer de vie? Casino de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Franck-Henri n'y était plus revenu depuis 20 ans. Petit délinquant de province à l'adolescence, il est monté à Paris pour devenir un grand voyou. Dans les années 80, sa route passe par ce casino. Alors la dernière fois que je suis venu ici, j'étais habillé en noir aussi, mais sauf que c'était un treillis. Au bout, j'avais des Rangers, j'avais un fusil, j'avais un brassard jaune, et je m'appelais Jaune. Vous étiez là pourquoi? Là, je suis venu braquer le casino. Une opération quasi militaire. 25 octobre 1987. Il est minuit. Franck-Henri et 6 complices lourdement armés font irruption, menacent les clients et se font ouvrir la salle des coffres. Ils frappent un croupier qui tente de donner l'alarme et repartent avec la recette, 200 000 francs. À l'époque, Franck-Henri est un braqueur en série. Banque, bijouterie, prise d'otage. 80 hold-up avant de se faire prendre. Ça a duré, à cette époque-là, ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi non-stop, avec une espèce de fulgurance. Et voilà, et puis la prison, une fois de plus. Fatalement, je dirais. On perd toujours à la fin dans ces cas-là? On perd souvent à la fin. On perd souvent. Moi, je dis toujours que un voyou, arrivé à 40 ans, un vrai voyou, bah, il a fait ses 10 ans de prison syndicale. Moi, j'en ai fait le double, parce que je suis moins chanceux, ou moins bon. Après 22 ans de prison, le braqueur est devenu écrivain et porte un regard critique sur son passé. Et dans son passé, il y a ces 3 hommes, des salariés du casino présents le soir du hold-up il y a 20 ans. Bonjour. Retrouvailles un peu gênées entre le voyou repenti et ses anciennes victimes. Quelque part, je lui en veux d'avoir mis ma vie en péril, quoi, oui. C'est normal. Parce que quelque part, elle a été en péril pendant les 5 ou 10 minutes où il a été présent dans la salle de jeu avec des armes à la main, quoi. Lors d'un braquage, nous, on vient sans haine. On vient, oui, on vient pour prendre de l'argent à tout prix, quoi. Et puis, bon, quel que soit le prix, peut-être à payer, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, moi je l'ai payé cher, hein. J'étais condamné à 16 ans de prison. Vous l'avez payé cher, mais les victimes peuvent le payer cher aussi. Tout à fait, mais encore une fois, moi je suis ni fier ni glorieux de tout ça, je l'ai fait, c'était ma vie, c'est ce que j'essaye d'expliquer, hein. Des fois, un moment dans la vie d'un voyou, voyou c'est un métier. Un métier, un mode de vie, diraient certains. À 63 ans, Michel Ardouin sillonne Paris à bord de son 4x4 de luxe. Cet ancien associé de Jacques Messrine est un retraité aisé qui vit des économies d'une vie hors la loi. Michel Ardouin a grandi et a fait ses premières armes dans le 17e arrondissement parisien. Alors ça, c'est mon premier commissariat. J'ai passé 5 ou 6 nuits dans les années 60, 59. Il est désaffecté maintenant. Moi, je suis encore vivant, mais ils sont partis. Le 17e, c'était le quartier des bars de voyous et des prostituées. Michel Ardouin en connaît chaque recoin. Il y avait au moins 40 appartements qui étaient loués par des filles. Il y en a qui travaillaient pour vous parmi ces filles? Il y en a eu 2 ou 3, oui, mais par période. Nous, on ne s'accrochait pas. Si la fille voulait partir, qu'elle en avait marre, elle était heureuse pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Si elle tombe amoureuse d'un autre mec ou qu'elle en avait marre, elle partait. C'était pas, on n'est pas des Albanais.